Et quel avenir donc pour la Syrie et les Syriens après la fin de 54 ans de dictature? La transition sera-t-elle pacifique? Que prévoient les rebelles islamistes de Hayat Tahrir al-Sham? L'heure est à l'espérance pour de nombreux Syriens qui, on vient de la voir, retournent dans leur pays après des années d'exil, notamment en Turquie ou encore au Liban. Avec nous pour en parler, Karim Kamar, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, opposant de longue date à Bachar al-Assad, représentant en France de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, notamment le Rojava, qui a un gouvernement, on le précise, auquel participent des Kurdes, des Arabes, des Assyriens et d'autres minorités. À vos côtés, Leïla Vignal, bonsoir. Bonsoir. Géographe, professeur des universités, vous dirigez le département géographie et territoire à l'École normale supérieure en France, autrice du livre War Torn, The Unmaking of Syria, 2011-2021, on peut le traduire par Déchiré par la guerre, le démantèlement de la Syrie. Et puis avec nous également l'artiste franco-syrien Fares Kachou, bienvenue. Vous êtes graphiste, peintre et affichiste. L'une de vos œuvres ont accompagné, nous le verrons, cette révolution syrienne. Une réaction tout simplement avec vous pour commencer. Vous êtes né à Homs, vous avez étudié à Alep. Alep, point de départ de cette offensive fulgurante des rebelles syriens. Qu'avez-vous ressenti en apprenant le départ de Bachar al-Assad? Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et beaucoup de larmes. Je pense qu'on est encore dans la phase où on a du mal encore à réaliser que cette famille est partie. Ça fait 54 ans qu'ils sont là et moi je fais partie de la génération qui n'a connu que la famille Assad, donc le père Hafez al-Assad et son fils Bachar al-Assad. Donc on a vraiment encore du mal à réaliser, mais on est très très joyeux à cette nouvelle, vraiment. Et à cette page qui s'ouvre et à la fin de l'ère Assad et de la dynastie Assad. Karim Kamar, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous étiez où d'ailleurs en apprenant le départ de Bachar al-Assad? Vous étiez en Syrie ou en France? À Paris. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit? Je dis comme mon ami, je suis né avec Assad en 1970. Le père? Le père. Donc on n'a connu que cette famille. Vous êtes né l'année de la prise de pouvoir de Assad. Donc on n'a connu que Assad, que la famille Assad, que cette dictature qui dure depuis 54 ans. Bien sûr, c'est un grand soulagement pour tout Syrien, je pense. Mais c'était quoi? Il y a un mot qu'on n'entend pas beaucoup ces derniers jours, c'est celui de Mukhabarat en arabe, qui veut dire service de renseignement. On a longtemps dit que la Syrie était un des pays arabes où il y en avait le plus. C'était quoi? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée la méfiance de son voisin, la méfiance y compris peut-être parfois au sein même des familles? Même des familles, même de la même famille, et ça c'est du vécu. Et c'est une réalité, parce que c'était un régime tellement répressif, tellement dur, qu'il a semé la peur au sein de la même famille. Donc, et surtout, c'est un régime qui n'a jamais réussi à créer une unité nationale. Et aujourd'hui, après la chute de ce régime, espérons, et nous sommes tous espoirs, tous les Syriens, qu'on va trouver enfin ce sentiment et on va le vivre. Et d'autant plus, Leïla Vignal, que votre livre en témoigne. Il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui, beaucoup de joie. Mais il faut le dire clairement, la Syrie est un pays qui a été ravagé par la guerre. Géographiquement, économiquement. Absolument. La Syrie est un pays qui est ravagé par la guerre. Sa population a été complètement transformée avec 8 millions de personnes à l'extérieur, 6 millions de personnes à l'intérieur, donc plus de la moitié de la population déplacée. Ça veut dire des familles, des réseaux de sociabilité, des amitiés, des ancrages sociaux brisés, des faits. On estime qu'il y a entre un tiers et peut-être la moitié du parc immobilier qui est détruit. C'est un pays qui est ravagé économiquement. 90% de la population est sous le seuil de la pauvreté. 80% dépendent de l'aide humanitaire qui va maintenant pouvoir être à nouveau redistribuée de façon plus efficace grâce au départ de Bachar el-Assad qui préemptait une partie de cette aide humanitaire. Mais c'est un pays, un des défis va être aussi cette reconstruction économique et sociale. C'est un des nombreux défis qui attendent. Mais est-ce la fin de l'État-nation, si tant est qu'il ait existé un jour, de l'État-nation
syriens? Je crois que, enfin, depuis la révolution s'est inscrite, les slogans de la révolution, le mouvement révolutionnaire de 2011 s'est inscrit dans le cadre national. Hein. Le mouvement révolutionnaire n'a pas du tout porté un projet qui soit autre qu'un projet national. Et ce qui est intéressant de voir dans ce moment de chute du régime Al-Assad, c'est que Hayat Tahrir al-Sham s'inscrit dans un cadre national qui a un appel à toutes les composantes de la nation et le prix de la liberté a été épouvantablement lourd à payer, extrêmement élevé pour les Syriens. Et je crois que nos amis syriens, ça sera à eux de décider ensemble, n'ont pas du tout envie de se déchirer et de se démanteler. Fares Kachou, vous avez publié un message aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook. Bachar al-Assad serait en Russie, mais le Kremlin ne confirme pas. Pourquoi ce message aujourd'hui? Il est éminemment question de justice. Moi, je demandais à... On la voit, votre œuvre. Hein. Oui. Je demandais qu'on nous rende notre criminel parce qu'on a envie de le juger. On n'a pas envie qu'il continue sa vie et qu'il finisse sa vie tranquillement à Moscou alors après tout ce qu'il a fait, tout simplement. C'est pas un appel à la vengeance, pas du tout. On a des questions et des projets beaucoup plus importants pour la Syrie. Reconstruire, unifier le... Mais la reconstruction, elle passe par la justice. Par la justice. Donc la justice, c'est... Je pense que la tolérance et le pardon, c'est très bien, mais la justice, c'est encore meilleur, ce que j'avais aussi écrit sur ma page. Au moins pour les 500 000 morts. On ne peut pas demander à des mamans, à des parents qui ont perdu leurs enfants, de dire maintenant vous oubliez tout et Notamment Al-Houla, on va voir une autre de vos œuvres qui a... Certaines de vos œuvres ont été reprises en Syrie pendant la Révolution dès 2012. Massacre d'Al-Houla, vous avez dessiné Bachar al-Assad avec dans son dos une hache et en face de lui des enfants. C'est une image qui a beaucoup circulé à travers les réseaux sociaux et dans le monde. Oui, elle a même intégré en fait les manuels scolaires du bac pro en France. Oui. Sur l'image politique. Oui, c'est ça. C'était une analyse sur la communication politique. J'étais aussi très ému quand je l'ai vue reproduite sur les murs de Homs pendant le siège de Homs pendant 2 ans. J'ai senti là que l'art quand même joue un petit rôle quand même pour dire des choses aux gens. Vous avez le sentiment d'avoir participé à votre échelle à cette révolution? Un petit peu, un petit peu. Karim Kamal, vous serez demain reçu à l'Élysée. Quel sera votre message au moment où aujourd'hui, je parlais de transition pacifique, mais en première partie, un chercheur nous disait la guerre civile ne s'est pas arrêtée. Il y a des combats entre ces islamistes et des Kurdes. Qu'allez-vous dire demain à l'Élysée? Le message qu'on voulait passer à l'Élysée, mais aussi à tous les gens qui veulent que ce massacre s'arrête et que cette tragédie s'arrête, c'est la paix. C'est que tout le monde trouve la paix et tout le monde trouve sa place dans une Syrie multiculturelle, multiethnique, multireligieuse, diverse. C'est une vraie mosaïque. C'est une Syrie que tout le monde doit se sentir syrien et respecter son pays. Et vous parliez tout à l'heure de l'État-nation. Les régimes arabes n'ont jamais créé un État-nation, un État dans lequel où le citoyen se sent citoyen, respecté. C'est ça le problème. Là, vous prenez un État fédéral? Nous, on prend à ce qu'il y ait un État au sein duquel tous les citoyens syriens soient respectés. Au-delà de sa forme. Au-delà de sa forme, au-delà de sa conviction, au-delà de son appartenance ethnique ou confessionnelle, que cela soit inscrit dans la Constitution, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en train de s'exprimer. Tout à l'heure, il annonçait la réouverture d'un point de passage frontalier entre la Turquie et la Syrie. Il vient de déclarer que son pays n'avait pas l'intention de prendre des territoires à la Syrie. Vous, Kurdes syriens, comment interprétez-vous cette déclaration? Je suis perplexe parce que Erdogan, il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 fronts en Syrie. Il y a un front qui est mené par les milices qui sont affiliées à la Turquie, qu'on appelle l'armée nationale syrienne. Et ces milices
opère au moment où je vous parle. Il y a des combats on voit cette carte, ce pays fragmenté. Dans la ville de Minbij, mais aussi d'autres. Ça n'a pas l'air de s'arrêter. Et leur objectif, c'est quoi? C'est vraiment étouffer dans l'œuf cette expérience que l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie a pu installer. L'expérience du pluralisme. Du pluralisme, où moi j'ai été l'année dernière là-bas pendant quelques jours. J'ai vu que tout le monde a sa place, tout le monde peut s'exprimer. Il y a des dizaines de titres et de journaux. Il y a des associations de femmes. Et c'est pas idéal, c'est pas ce qu'on souhaiterait avoir plus, mais c'est quelque chose qui mérite d'être respecté et d'être soutenu surtout. Vous êtes issu de la minorité chrétienne. Est-ce que vous êtes inquiet quand on voit que le nouvel homme fort, entre guillemets, à Damas en Syrie, Abou Mohamed al-Joulani, a été membre notamment de l'ex-front al-Nosra, mais aussi par le passé de Daesh. Quel est votre regard ? Oui, bien sûr. Lui dit qu'il a évolué, encore dans une récente entrevue, dit que toutes les minorités ont leur place dans le cadre de la loi, il précise. Très bien, très bien. Pour l'instant, le discours est très équilibré. Ce qui se passe sur le terrain est très prometteur, mais on reste vigilant. Je vous avoue qu'on sent l'inquiétude chez beaucoup de Syriens. Et je comprends que vu le prix payé pour arriver là, on n'a pas envie de retomber dans une nouvelle dictature. Mais je dis quand même, après tout ce qui s'est passé, les Syriens ont le droit à quelques jours de joie et d'espoir avant de commencer le nouveau combat. Et la prospection. Oui. Leïla Vignal, une question tout de même sur cet homme que j'évoquais. Ce qui va juger aussi de cette transition, c'est la question des élections. C'est le nerf du combat démocratique. Alors là, vous rentrez tout de suite maintenant dans des discussions plus techniques sur lesquelles vous comprendrez que moi, je ne peux pas m'avancer n'étant d'abord pas syrienne. Et puis en plus, ce sont des discussions qui n'ont pas encore commencé. Enfin, c'est-à-dire que les Syriens, depuis 2011, discutent énormément du futur de la Syrie, des différentes organisations, ça n'a pas commencé il y a 2 jours, ouais. Dans différentes sphères, dans différents groupes, au sein de la coalition syrienne, au sein des du Rojava, des différents. Il y a énormément de discussions. Donc je crois que une des choses sur lesquelles on peut compter, c'est le fait que les Syriens ont acquis beaucoup d'expérience à un prix très élevé, comme nous le disions, ont beaucoup réfléchi à toutes les questions de l'après. Maintenant, il va falloir que ce dialogue national puisse se déployer pleinement, maintenant que le dictateur est tombé. Mais tout reste encore à inventer, mais en ne partant pas de zéro. Il y a 13 ans de discussion nationale autour de toutes ces questions. Et vous qui êtes géographe, on ne peut pas parler de la Syrie sans parler de son patrimoine, notamment archéologique autre. Là encore, il y a eu d'énormes destructions. Est-ce que l'un des enjeux, ça passera aussi par on peut dire, oui, cette reconstruction un peu du maillage culturel ancestral de ce pays? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, mais c'est vrai que la perte du patrimoine qui a été en très grande partie le fait de pillage et de contrebande. Il y a eu finalement certaines destructions de patrimoine, de monuments qui ont été liés à des bombardements, etc. Mais une grande partie de la perte de patrimoine a été liée à des pillages de sites archéologiques, des pillages de musées avec de la vente par contrebande à l'extérieur, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une perte irréparable qui a touché tous les Syriens. Et il y a évidemment... La mémoire syrienne fait partie des enjeux de la reconstruction. Alors c'est vrai qu'on le disait, c'est peut-être un peu tôt, mais vu qu'on a quand même un homme politique en face de nous, on est obligé de vous poser la question. Vous, dans votre idéal, quelle forme prendrait cette transition? Qu'est-ce qui devrait se passer selon vous les prochains jours, les prochaines heures? Est-ce qu'il faudrait réunir toutes les forces? Vous évoquiez des combats à l'heure qu'il est pour la ville de Mandjib notamment. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Je pense qu'au fond de chaque Syrien, il y a une seule demande, c'est trouver la paix et parler, enfin parler. Mais là, je parlerai un peu avec un peu de réserve parce que malheureusement aujourd'hui, les gens qui sont sur le terrain
je dis pas, je généralise pas, mais il y a une partie, en tout cas, de ces gens-là, les acteurs qui sont sur place aujourd'hui, qui opèrent dans des opérations, des combats actuels contre les zones contrôlées par FDS. Les forces démocratiques. Les forces démocratiques syriennes, avec grand regret, mais ils travaillent pour les agendas de M. Erdogan. Mais donc, vous avez l'appui des États-Unis, vous pouvez nous le confirmer? Je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question. On a l'appui de la coalition, on fait partie de cette coalition anti-Daesh, mais tout dépendra de l'humeur de M. Trump et la nouvelle administration américaine. On imagine que vous n'avez pas ce côté qui touche parfois, entre guillemets, à la malédiction, mais souvent, on dit que les Kurdes sont les grands perdants de l'histoire à chaque fois, alors que vous avez joué un rôle important, notamment contre Daesh. Cette fois-ci, vous y croyez ? On y croit parce qu'on croit à notre cause, on croit à notre combat, on croit aussi à notre projet, qui est un projet progressiste, moderne, et qui mérite d'être aussi vu et négocié et parlé avec les autres Syriens. Alors on aimerait, Fares Kachou, profiter aussi de quelques-unes de vos œuvres, encore une fois. Certaines, je le disais, ont fait le tour du monde. Si vous deviez, on en a vu quelques-unes tout à l'heure, si on en revoit d'autres, laquelle selon vous est emblématique aussi de ce qu'on a vu? On voit aussi des visages de femmes, on voit la colombe de la paix à travers vos œuvres. Moi, je dirais la fille de la liberté, parce que moi, je vois la Syrie comme une belle femme qui aspire à sa liberté, et j'espère que ça sera le cas, en tout cas, très bientôt. On a vu celle avec le soleil, la carte de la Syrie portée. Ça, c'est une œuvre qui s'appelle Homs, qui a été faite en 2012 ou 2013, et ça représente la ville de Homs qui porte péniblement la Syrie vers un avenir radieux, parce que Homs, elle est nommée la capitale de la Révolution. Elle a été largement détruite. Elle a entré directement dans la Révolution après Daraa directement. Il y a eu Hama d'abord aussi, Hama. Oui, mais Hama, c'était un peu plus tard. Plus tard, c'est Homs. Oui, Homs, c'est pour ça on l'appelle la capitale de la Révolution. Le berceau. Voilà. Vous rêvez de retourner en Syrie? Est-ce que vous avez commencé, dans un coin de votre tête, à fixer une date? Moi, j'ai fait ma vie en France. Je vis en France, j'ai ma famille en France. Ça fait 14 ans. Je suis pas allé en Syrie parce que je peux pas. J'étais recherché par le régime à cause de mes dessins. Ce matin, je parlais avec mon frère justement. Je pense que c'est le moment de retourner au moins quelques jours, voir le reste de la famille et voir le pays. Un dernier mot, il nous reste moins d'une minute. Votre livre n'est pas encore traduit en français. Ce que vous expliquez aussi dans ce livre, c'est que la géographie de la Syrie a changé, les échanges économiques et vis-à-vis du monde extérieur aussi. Il va falloir que la Syrie trouve sa place dans ce contexte. Il va falloir surtout que le monde aide la Syrie à affronter tous ces défis de la reconstruction. Les Syriens se sont libérés tout seuls et c'est remarquable, ça leur donne une indépendance fabuleuse et assez rare, assez singulière pour être soulignée, mais ils vont avoir besoin de soutien pour reconstruire leur pays du point de vue économique, du point de vue administratif et ils ont aussi, mais la Syrie a aussi cette grande chance maintenant d'avoir une diaspora et cette diaspora qui s'est frottée, insérée dans d'autres sociétés et qui vont apporter leur pierre à Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Merci pour vos témoignages respectifs.